Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus économique. Plus d'un an et demi après la levée des restrictions sanitaires en Chine, la relance de l'économie semble s'essouffler. Dans ce contexte, la Banque centrale a annoncé un plan de relance. Objectif, relancer une économie qui tourne au ralenti en renforçant l'offre de crédit à destination des entreprises et surtout des ménages avec l'espoir que ceux-ci augmenteront leur consommation et leurs investissements, notamment dans l'immobilier, secteur en pleine crise depuis 2021. En chiffres, 128 milliards d'euros, c'est les liquidités supplémentaires dont devraient bénéficier les banques chinoises, sans oublier la baisse des taux pour stimuler le pouvoir d'achat et l'investissement. La croissance du PIB de la Chine parviendra-t-elle à dépasser ou maintenir la barre des 5%? Réponse ce soir avec M. Mohamed Benchkroun. Vous êtes professeur assistant, professeur d'économie au Collège de Paris. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment encore une fois. Donc un plan de relance, assez gros plan de relance proposé par la Banque centrale chinoise. L'objectif donc est de soutenir l'économie en permettant aux banques de prêter plus d'argent donc aux ménages et aux entreprises. À long terme, que pensez-vous de cette décision? Donc ce plan de relance est symbolique d'une situation exceptionnelle chinoise. Le dernier plan de relance a été acté il y a de cela 14 ans, lors de la crise des subprimes en 2017, qui était 10 fois plus important que cette politique que nous venons de voir. Donc cette politique de relance vient effectivement confirmer le changement de paradigme qu'a adopté la Chine sous la présidence de Xi Jinping, qui est de tirer la croissance chinoise sur la base de la consommation intérieure et de l'investissement interne. Donc l'idée est de maintenir une croissance de 5%, et cela en stimulant l'offre de crédit pour la relance de la consommation des ménages et de l'investissement. Donc ils ont décidé de faire diminuer le taux d'emprunt obligatoire d'une base de 50 points, ce qui est une diminution de 0,5%, et cela dans le but de générer une liquidité de 127 milliards d'euros. Justement, puisque vous parlez du taux de réserve obligatoire, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire exactement, cette baisse des taux, et de quoi s'agit-il? Tout simplement, c'est l'idée à ce que l'offre de crédit soit beaucoup plus attractive dans le but d'établir, de réinstaurer un climat de confiance entre les ménages chinois et par rapport à son économie. L'idée est que l'offre soit beaucoup plus importante et qu'il y ait un programme de crédit de 300 milliards de yuan, et tout cela pour soutenir le secteur immobilier qui représente 6% du PIB chinois et qui représente maintenant une des grosses lacunes et une des causes du ralentissement de la croissance chinoise. On va en parler tout à l'heure, donc justement du secteur de l'immobilier qui est en crise. Donc cette réduction de 0,50 points, en tout cas du taux de réserve obligatoire, devrait permettre aux banques d'avoir plus de liquidités. On parle d'un chiffre qui est quand même important, colossal, on va dire 128 milliards d'euros. Donc de liquidités supplémentaires qui peuvent être octroyées donc aux ménages et aux entreprises. Donc effectivement, donc c'est un plan de relance qui est assez exceptionnel en vue de la situation exceptionnelle que vit l'économie chinoise. Je vous explique brièvement. La Chine a changé de paradigme dans son modèle économique. Avant, dans le début des années 2000, sa croissance économique, qui était aux alentours de 2 chiffres, était principalement tirée par l'export et l'attractivité des IDE étrangers. Maintenant, avec le nouveau plan Made in China 2025 et la hausse qualitative de l'industrie chinoise et la hausse du coût de main-d'œuvre chinois, l'investissement direct étranger ne représente plus que moins de 1% du PIB. Donc ça veut dire que la croissance chinoise maintenant, elle est tirée principalement par la consommation intérieure. En 2023, ils ont réalisé une croissance aux alentours de 5% et qui était tirée par une consommation qui représentait 54% du PIB chinois. Donc ce nouveau modèle-là, pour qu'il soit pérenne sur le long terme, on doit stimuler la consommation, l'investissement et rétablir un climat de confiance entre la population chinoise, entre
l'intelligence chinoise, entre les industriels chinois afin qu'ils investissent plus, car maintenant c'est la seule voie pour qu'ils puissent élever leur niveau économique et atteindre, pourquoi pas, leur but ultime, qui est de devenir la première puissance économique mondiale à l'échelle de 2049. La Chine qui change donc de paradigme dans sa politique économique, on parle de 5%, c'est le taux de croissance qu'on essaie en tout cas de maintenir. Vous l'avez dit, on avait l'habitude d'avoir des chiffres plutôt donc un taux de croissance qui était à 2 chiffres, donc 5% ça paraît aujourd'hui un petit peu faible. Qu'en est-il réellement quand on parle de 5%? Qu'est-ce que ça représente au niveau de l'économie chinoise quand on avait l'habitude d'avoir des chiffres tellement plus importants? Vous savez, au début des années 2000, en 2006, la part des IDE représentait entre 5 à 6% du PIB chinois. Maintenant, il ne représente que moins de 1%. Lorsque la Chine réalisait des croissances à 2 chiffres, c'était principalement une croissance quantitative, c'est-à-dire pour booster l'export. Il y avait de la quantité de production. Or, c'était au détriment du bien-être, de l'épanouissement, de l'émancipation de la classe moyenne. Maintenant, sous la présidence de Xi Jinping, on a voulu nous acheminer vers une économie qualitative, basée sur la recherche et développement, et qu'ils aient leur propre pivot industriel, leur grande marque industrielle qui pourrait rivaliser avec les marques étrangères. Une transition qui prend du temps. Une transition qui prend du temps, une transition qui a mené vers l'élévation du coût de la main-d'œuvre. Maintenant, le salaire moyen chinois est de 12 000 dollars annuels, contrairement au Vietnam qui est de l'ordre de 2 000 dollars. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, la Chine n'est plus la seule usine du monde. La part des investissements et des délocalisations des entreprises européennes et nord-américaines, maintenant, elles se délocalisent, elles se mettent en place dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est, ce qui a effectivement été l'une des causes du ralentissement de l'économie chinoise. Donc c'est pour ça que la seule voie pour maintenir une économie forte est d'investir dans la recherche et développement, d'avoir effectivement des entreprises nationales fortes qui pourraient exporter, mais surtout qu'on ait une classe moyenne beaucoup plus élargie avec un pouvoir d'achat beaucoup plus important pour soutenir la consommation intérieure et attirer aussi, pourquoi pas, les grandes entreprises européennes et américaines et aussi attirer effectivement les grands investissements. Soutenir donc la consommation, le pouvoir d'achat. À long terme, je ne sais pas si cette stratégie est bénéfique pour l'économie nationale, mais certainement, une croissance en tout cas qui devra prendre du temps. Le taux donc, de chômage aussi reste un taux plus ou moins élevé, on parle de 17%. Est-ce que ces nouvelles mesures qui ont été annoncées dans ce plan de relance vont permettre de booster l'emploi? Vous savez, lorsqu'on diminue le taux directeur, c'est dans le but de relancer l'activité, pour booster l'économie. Et donc l'un des effets positifs, c'est que nous avons une création d'emplois et donc cela va engranger une grande part du chômage. Mais l'inconvénient, c'est que là, cela va créer de l'inflation. Or, l'inflation en Chine, elle est extrêmement bien régulée, elle est extrêmement faible. Donc, c'est ce qui légitime cette prise d'initiative tout à fait audacieuse d'avoir une injection de liquidité assez exceptionnelle. Donc, je trouve que cette politique-là vient à un moment stratégique, elle est bien étudiée, elle est bien élaborée. Elle vient répondre à des problématiques tant conjoncturelles que structurelles. Une stratégie qui arrive donc au bon moment? Oui, elle arrive au bon moment. Cette politique monétaire vient répondre aux problématiques conjoncturelles, mais il y a d'autres problématiques qui sont d'ordre structurel, comme la crise démographique. Il faut savoir que la population chinoise a perdu 2 millions d'habitants en 2023. 20% de la population chinoise a plus de 60 ans, donc il y a un vieillissement de la population. Et ça, c'est la conséquence de la politique de l'enfant unique qui a laissé des cicatrices dans la démographie et un déséquilibre entre les hommes et les femmes. Nous avons beaucoup plus d'hommes que de femmes.
Et ça a créé effectivement un vrai souci dans le maintien de l'activité économique. Car sans main-d'œuvre, sans une population jeune, l'activité économique ne peut être à son optimum. Il y a autre problématique, c'est les conflits géopolitiques avec les États-Unis, le fait qu'il y ait des restrictions par rapport aux tarifs douaniers liés à l'importation des produits de voitures électriques chinoises. Donc la Chine est dans l'obligation de trouver des alternatives à son marché de prédilection, car son marché premier reste les États-Unis. Et donc, ce trade war qui a été initié par Trump a aussi impacté négativement la croissance de l'économie chinoise. Sa présence en Afrique est de plus en plus forte, de soutenir l'investissement chinois, le fait de booster la croissance économique chinoise, de booster la croissance économique africaine, d'être aussi donc, à l'éventail des pays en voie de développement, c'est une des alternatives pour trouver d'autres issues à de nouveaux parts de marché. Plusieurs causes en tout cas qui expliquent aujourd'hui l'essoufflement de cette économie chinoise, sans oublier aussi le secteur de l'immobilier qui est en crise depuis 2021, un secteur qui a du mal à se relever justement. Les taux vont baisser, on parle d'une réduction de l'apport minimum du prix donc de l'immobilier. Comment cela va impacter ce secteur selon vous? Alors effectivement, le secteur immobilier devient une des grandes préoccupations du gouvernement de Pékin. Il représente 6% du PIB chinois. Ils ont décidé effectivement, via un programme de crédit de 300 milliards de yuans et une réduction de l'apport minimum pour les prêts immobiliers de 25% à 15%. Et cela dans le but d'encourager l'acquisition des biens immobiliers. Mais il y a deux causes majeures. La première, c'est qu'il y a une crise de confiance et aussi il y a une disproportion entre le pouvoir d'achat des ménages moyens chinois et le prix de l'immobilier. Il reste extrêmement élevé. Et le deuxième problème, c'est qu'il faut savoir qu'en Chine, la question de la propriété des biens immobiliers est très sensible. Nulle personne morale ou physique n'a le droit d'acquérir une propriété chinoise. Donc c'est une location. Donc c'est une location à 70 ans et comme vous l'avez dit, donc c'est une des freins et c'est l'un des freins liés à l'acquisition. Donc deux causes majeures et ils espèrent via ce programme-là d'encourager effectivement la classe moyenne à acquérir le logement. Nous avons des villes maintenant qui ont été construites et qui sont vides. Et ça a été l'une des causes de l'effondrement du leader immobilier en Chine, qui est Evergrande, qui symbolise effectivement la difficulté de ce secteur-là. En tout cas, on pourra voir concrètement sur le terrain, observer un petit peu les retombées de ces mesures d'ici les mois qui viennent. Merci à vous, professeur Mohamed Benchkroun. Je rappelle que vous êtes professeur assistant, professeur d'économie au Collège de Paris. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Merci infiniment. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne journée.